Merci Sébastien pour cette présentation et Angelo aussi. Donc pour finir la matinée, on va après ces applications en épidémiologie environnementale, on va plutôt aller vers leurs applications dans les études de labo pharmaceutique avec donc Sébastien Marc, ravi de l'accueillir, qui est cofondateur d'une toute jeune société de conseil qui est spécialisée dans l'épidémiologie et la biostatistique, et justement avec beaucoup de machine learning et d'expertise en machine learning, deep learning, etc. Donc Sébastien, je te laisse la parole. Merci beaucoup Cécile. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. L'idée aujourd'hui, c'était, alors c'est toujours très difficile de passer après Emmanuel et Seb et Angelo, mais l'idée c'était de faire quelque chose de beaucoup moins technique que ce que vous avez vu. L'idée c'était plutôt de vous présenter en quoi l'intelligence artificielle, même si moi j'aime pas trop le mot, peut être un véritable enjeu pour l'industrie pharma et quelles sont les difficultés qu'on peut y trouver. Alors, hop, c'est bon, vous voyez mon écran. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire assez simple, de ne pas vous saouler parce que l'industrie pharma, c'est hyper large, les besoins, les enjeux sont énormes. Et donc l'idée, c'est plutôt de focaliser sur deux choses. Je me suis aussi beaucoup basé sur les présentations après. Vous allez avoir de présentations de gens extrêmement compétents avec des sujets bien creusés sur la génomique et sur la radionomique et sur l'imagerie. Donc l'idée, c'était plutôt de faire des approches un petit peu différentes. Voilà. Alors, comme Emmanuel, comme Seb, je vais faire ma définition de l'intelligence artificielle. Et je vous ai mis une petite référence parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un papier qui était sorti il y a un an et demi avec 40 pages sur la définition ou comment on définit une intelligence artificielle. Globalement, à mon sens, mon interprétation, c'est qu'il y a vraiment deux manières de voir les choses quand on parle d'intelligence artificielle. C'est pour ça que moi, je ne suis pas très à l'aise avec ce terme-là. C'est soit on considère que l'intelligence artificielle va mimiquer complètement le raisonnement humain, et on est vraiment sur de l'intelligence artificielle, c'est ce qui permet de piloter des voitures. Mais moi, en tous les cas, je n'en ai jamais vu dans la santé. Ou alors, on est plutôt sur un processus d'acquisition de données et d'auto-processing des données pour créer de la valeur sur ces données et de l'interprétabilité. Et là, pour le coup, on est plutôt, à mon sens, dans de l'analyse automatisée. Et c'est plutôt ce que moi, je fais dans ce cadre-là. Donc voilà. Donc l'idée pour moi aujourd'hui, c'est quand je vais parler d'intelligence artificielle, c'est plutôt de considérer comment est-ce qu'on peut utiliser des algorithmes qui sont plus ou moins complexes pour combiner différents types d'informations pour être capable d'avoir une vision pratique et synthétique utile, on va dire, sur des interactions médicales ou biologiques. Voilà, ça sera vraiment cette définition-là qui est un peu restrictive. Et quand on reprend tout l'historique qu'Emmanuel a pu faire, voilà. Mais l'idée, c'était qu'on cadre un petit peu le propos. Alors, on est dans une thématique très onco, donc j'ai voulu aussi présenter quelles sont, dans les expériences que j'ai pu avoir en industrie, les spécificités de l'oncologie. Et l'oncologie, par rapport à plein d'autres domaines, c'est un domaine qui est assez spécifique pour plein de choses. Déjà, il y a une complexité des prises en charge hein, du pattern of care qu'on peut avoir, qui fait qu'on ne peut pas avoir un pathway unique, on ne peut pas avoir... Alors, je suis désolé, j'ai les mots qui viennent en anglais, donc ça sera un peu moche. Mais voilà, on n'a pas un pattern, on n'a pas un pathway unique sur la prise en charge de ces patients. On a aussi une gamme thérapeutique qui est extrêmement large, hein, avec différents outils thérapeutiques et avec souvent des outils thérapeutiques qui sont très ciblés et très fins et qui produisent beaucoup d'événements indésirables. Et donc, en fait, on est en permanence en train d'évaluer à la fois l'efficacité, la tolérance et de réadapter ces choses-là, avec effectivement beaucoup de changements et des changements qui sont très rapides, c'est-à-dire que si vous lancez une étude, et alors moi je suis issu de l'épidémiologie, des études qui durent 5-10 ans, quand vous arrivez à la fin de votre étude, le dispositif, l'arsenal thérapeutique est plus du tout celui qui est en cours et les possibilités technologiques sont plus les mêmes. Donc en fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt, donc c'est une vraie problématique. Puis les deux autres choses, c'est que la manière de gérer les patients qui sont atteints d'un cancer, le cancer c'est une maladie chronique dans la majorité des cas, et c'est une approche qui est très multidisciplinaire, qui fait interagir énormément de gens, énormément de professionnels de santé, énormément d'aidants. Et donc, en fait, quand vous cherchez à collecter de la donnée, vous récupérez de la donnée qui peut être très bien structurée parce qu'elle est issue d'études cliniques, elle peut être moyennement structurée parce qu'elle est issue de dossiers patients, et puis elle peut être pas du tout structurée parce qu'elle est issue d'autres acteurs. Voilà. Et c'est la manière aussi de prendre en charge ce cancer. Ce cancer, il peut être pris en charge soit dans des structures privées, publiques, dans des centres de lutte contre le cancer, dans des CHU, dans des petits hôpitaux,
hôpitaux, en ville maintenant de plus en plus, enfin l'hospitalisation à domicile. Donc, en fait, on va se retrouver aussi avec de la donnée qui est présente un peu partout, mais de manière assez différente. Voilà. Donc, ça fait partie des spécificités qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres types de thématiques. Et puis, les techniques, alors je vais être un peu provocateur peut-être, mais je dirais que la très grande majorité des techniques d'intelligence artificielle, de machine learning, aujourd'hui existent. C'est-à-dire que quand vous voulez faire de l'imagerie, quand vous voulez faire de la génomique, quand vous voulez faire du NLP, si vous voulez faire des chatbots, si vous voulez traiter des données parcellaires, etc., il y a plein d'algos qui existent. On peut bien sûr aller chercher toujours un peu plus, on peut améliorer ces choses-là et c'est vachement intéressant. Mais globalement, on peut répondre un petit peu à toutes ces choses-là. Et la grosse problématique qu'on a, c'est comment est-ce qu'on peut structurer de la donnée, comment est-ce qu'on peut injecter de la donnée en utilisant les bons modèles et comment est-ce qu'on peut combiner les bons modèles. C'était un peu la présentation précédente où on voit que les blocs existent et c'est comment est-ce on peut les combiner. Voilà, juste pour vous, parce que je ne sais pas si vous êtes vraiment très, très à l'aise dans ce domaine-là, c'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est un mapping qui est assez récent, qui a été réalisé il y a 2-3 semaines par AI for Health et qui montre un peu quelques acteurs présents dans le domaine de l'intelligence artificielle en santé, classés par thématique. Donc, on voit que c'est un panorama. Et donc là, on est sur une dimension qui est très européenne et de ce que moi je connais, il en manque déjà au moins 5 ou 6. Donc, tout ça pour vous dire, c'est un domaine qui est extrêmement pléthorique, qui est très compliqué, qui évolue extrêmement vite. Voilà. Donc, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée que ces acteurs sont nombreux. Il ne faut pas chercher à tous les connaître. Et voilà, donc il y a il y a des gens que vous reverrez demain, notamment. Je vois qu'il y a Capcode qui est mentionné. Il y en a d'autres. Il y a des bordelais dedans. Donc, voilà, c'est pour vous dire que c'est un écosystème qui est extrêmement riche, qui produit énormément de valeur, de données et d'algorithmes. Voilà. Ça, c'est un petit truc que j'ai trouvé dans un article qui vient juste de paraître sur aujourd'hui où est-ce qu'on en est du déploiement de toutes ces choses-là. Donc, quand vous êtes sur la partie droite du graphique, je ne sais pas si on voit ma souris quand je montre. Oui, on voit tout, c'est bien. Ah, super. Donc, sur la partie droite, on voit ce qui est en phase de pré-déploiement, c'est-à-dire ce qui est en cours de développement et qui est assez mûr, ce qui est en léger déploiement et puis ce qui est vraiment tout bien mis. En triangulaire, on est sur la prévention secondaire. Le petit diamant, c'est la prévention tertiaire et puis le rond, c'est la prévention primaire. Et on voit que l'impact majeur qu'on peut avoir aujourd'hui sur le cancer, si on veut réduire, on considère qu'il y a 20-30% des cancers qui pourraient être évités par un changement comportemental. On voit que c'est ce qui est le plus immature. C'est pas du tout testé, c'est pas du tout déployé, et on voit qu'en revanche, quand on est sur du diagnostic avec de l'imagerie, avec de la médecine prédictive, etc., c'est des choses qui commencent à être bien déployées en routine. Et puis quand on parle de traiter les patients et d'optimisation de traitement, c'est quelque chose qui se génère de plus en plus. Donc on a des outils qui sont extrêmement matures, mais on voit que la target principale, mais parce que c'est la plus compliquée à adresser, est toujours en stade de développement. Et c'est là-dessus que ça peut être intéressant de travailler. Alors rapidement, quelles sont les cibles pour l'intelligence artificielle, hein? Elles sont de deux ordres. Si on s'intéresse à la perspective autour du patient ou du médecin, ça va être d'avoir un diagnostic qui est plus rapide ou un diagnostic qui est plus précis. Et notamment, on parle aux classifications des tumeurs. Comment est-ce que l'intelligence artificielle associée, on sait bien que maintenant, il n'y a plus que de la il y a pas plus que de la NAPAT, hein. On rajoute aussi énormément de biomarqueurs. Et donc, c'est comment est-ce qu'on peut aller plus vite et comment est-ce qu'on peut aller de manière plus fine avec des algorithmes. Et ça, c'est très bien fait. Et je pense que mes collègues vous en parleront demain beaucoup plus en détail. Puis il y a le traitement. Alors on parle de médecine personnalisée, bien sûr, très important, de médecine prédictive qui est un petit peu associée. Comment est-ce qu'on est sûr d'adresser les bons traitements aux bons patients en fonction de sa caractéristique de tumeur. Des traitements plus sûrs aussi, et comment est-ce qu'on peut adapter rapidement les traitements en fonction des événements désirables qui peuvent survenir et qui sont très indépendants. Et comment est-ce qu'on peut accentuer aussi le supportive care et comment est-ce qu'on peut associer le supportive care. Et donc là, on est vraiment dans ce que je disais, comment est-ce qu'on planifie les traitements. Et donc là, on est vraiment sur des choses qui sont extrêmement intéressantes et sur lesquelles il y a des cibles d'intelligence artificielle à développer qui sont encore intéressantes. Puis dans la partie perspective pharmaceutique, je dirais, alors j'aime pas pharma parce que c'est pareil, il y a de la biotech, il y a de la pharma, il y a tout ça. Il y a trois grandes phases qui sont comment est-ce qu'on peut faire de
de nouveaux traitements, donc tout ce qu'on va appeler le discovery phase, les nouveaux traitements ou les extensions de traitement, comment est-ce qu'on peut aller plus loin, comment est-ce qu'on peut aller plus vite. Voilà, j'en reparlerai peut-être un petit peu tout à l'heure, mais c'est aujourd'hui, tout le monde était subjugué, je pense, par le AlphaFold qui gagne le CASP il y a une petite année de ça et qui montre qu'effectivement, on est capable d'aller chercher des données sur les structures de protéines de manière beaucoup plus rapide. Il y a le développement de nouveaux thérapeutiques, que ce soit digitaux donc c'est là-dessus que je vais avoir un exemple tout à l'heure sur les thérapeutiques digitales ou des thérapeutiques classiques, des médicaments. Comment est-ce qu'on peut aller chercher des sous-populations spécifiques? Comment est-ce qu'on peut aller chercher des nouveaux marqueurs, des nouveaux biomarqueurs, des surrogates qui arrivent un petit peu plus tôt, etc. Puis après, il y a l'évaluation, et c'est là-dessus aussi que j'aurai mon deuxième exemple, c'est comment est-ce qu'on évalue les données multisources. C'est ce que je disais. Une des spécificités du cancer, c'est d'avoir des données qui sont très larges, données sur une maladie chronique. Donc, en fait, on va pouvoir récupérer de la donnée qui vient soit de la clinique, soit du patient, soit de bases médico-administratives. Comment est-ce qu'on combine tout ça avec des nouvelles techniques? Donc, deux petits exemples. Là, je vais passer très rapidement. C'est juste pour dire que voilà, on a beaucoup de choses qui ont été faites sur le discovery et qui sont très très utilisées. On parle notamment du NLP qui permet d'avoir de la revue systématique de littérature. Et quand sortie du NGS, eh ben, on cherche à aller comparer les sorties à des bases de données existantes. On en a de plus en plus. Eh ben, c'est vrai que les algorithmes de NLP aujourd'hui nous permettent d'aller chercher très rapidement ces algorithmes. Ils sont extrêmement bien structurés. Aujourd'hui, toutes les grosses sociétés en ont. On a de plus en plus de petites bibliothèques qui en proposent aussi. Donc, on a vraiment des choses qui sont assez facilement mises en œuvre. Voilà. Et ça facilite, bien sûr, la modélisation in silico. Puis après, il y a toute la partie recherche translationnelle. Et ça aussi, vous le verrez cet après-midi et ou demain avec comment est-ce qu'on peut travailler sur ces choses-là. Donc, je ne m'étends pas dessus. Une petite partie qui, moi, me tient à cœur parce que j'en fais pas mal, c'est effectivement tout le travail autour de la donnée omique et comment est-ce qu'on peut travailler toutes ces choses-là. Donc, j'en parlais tout à l'heure, quand on voit effectivement que Google est capable d'aujourd'hui de fournir des algorithmes ultra performants, on se dit que dans 2, 3 ans, 4 ans, ça aura distillé, ça aura percolé un peu dans l'ensemble des structures et on sera capable d'avoir des outils qui nous permettent vraiment d'intégrer depuis la partie épigénomique jusqu'à la partie exposomique, comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer toutes ces données-là, les combiner dans ce qu'on va appeler une integrative data analysis. Donc vraiment des choses qui sont très intéressantes. Les algorithmes sont prêts. Aujourd'hui, ce qui nous manque encore, c'est de la donnée en volume suffisant, puisque ce sont des algorithmes qui nécessitent de la donnée très, très importante. Mais on voit qu'on y arrive. Voilà. Donc, on est à l'aube d'un changement qui va être assez intéressant pour l'industrie pharmaceutique parce qu'on va pouvoir aller vraiment plus loin pour toujours avoir de la médecine personnalisée. Alors, ce que je voulais m'attarder un peu, c'est sur quelque chose que vous connaissez probablement, qu'on appelle en anglais le digital therapeutics, qui en français doit se traduire par médicaments numériques. On a l'habitude de voir de l'intelligence artificielle embarquée. Alors, Emmanuel disait, il n'y en a pas beaucoup en France. À ma connaissance, il y en a 2 qui ont été validés par la Haute Autorité de Santé. Pour faire une comparaison, la FDA, entre 2019 et 2021, en a validé 71. Donc, il y a 71 dispositifs médicaux intégrant de l'intelligence artificielle qui a été validés aux États-Unis, là où en France, on en a 2. L'idée, c'est de se dire que le médicament numérique, le digital thérapeutique, c'est quelque chose qui va vraiment nous aider à aller auprès du patient et lui fournir un vrai produit qui va le soigner. Voilà. Alors, il y a un exemple que beaucoup de gens parmi vous connaissent qui est celui des MoveCare parce qu'il a fait parler beaucoup de gens. Il est dans le cancer du poumon. Il a été soutenu par un grand groupe pharmaceutique. Et c'est une petite application qui permet de suivre le patient qui, après son traitement initial de cancer du poumon, va être suivi avec un questionnaire régulier, je crois que c'est un questionnaire qui est hebdomadaire, et qui va collecter de la donnée du patient, ce qu'on va appeler du PROM, du Patient Reported Outcome Measurement. Donc, on va collecter de la donnée du patient pour vérifier, donc c'est du signe et du symptôme, et eh ben voilà, vous avez un peu sur le côté, et ce dispositif permet d'adapter le traitement, permet d'aller chercher directement l'information auprès du patient et l'alerter pour qu'il retourne voir son oncologue ou son médecin traitant, ou au contraire qu'il soit très détendu par rapport à un symptôme qui n'aurait pas forcément un impact très important. Voilà. Donc ça évite de laisser le patient seul et ce qu'on voit avec cet outil-là, c'est qu'il a été démontré avec un essai randomisé, contrôlé, en double aveugle, truc parfait, enfin en simple aveugle, tout parfait comme on peut faire méthodologiquement, que ça a augmenté la
la durée de survie par rapport à une prise en charge classique par imagerie régulière. Voilà. Donc, on voit quand même que cet outil-là n'est pas un outil de télésurveillance, c'est un véritable outil de médicament numérique, de digital therapeutics, parce qu'en fait, il a un impact sur la santé, il va modifier la prise en charge du patient et il va avoir un impact sur la santé avec une survie. Ces patients avaient une survie moyenne qui passait de 12 à 19 mois, qui est loin d'être négligeable. Ça a été approuvé et c'est même remboursé, donc c'est même inscrit sur la LPPR, donc c'était quand même un beau succès. C'est à ma connaissance le seul digital therapeutics qui soit validé en France et remboursé. Voilà. C'est un exemple, il y en a plein d'autres et ça pousse fort derrière. Le deuxième dispositif médical intégrant de l'intelligence artificielle étant l'outil Diabeloop qui permettait le contrôle du diabète par pompe à insuline. Voilà. Le deuxième point sur lequel je voulais un petit peu discuter, c'était sur l'évaluation, parce que ce n'est pas tout de développer de nouveaux produits, de nouvelles technos, c'est qu'il faut après les évaluer. Et donc là-dessus, on va se retrouver avec quelque chose qui est ce qu'on va appeler le multiple data sources. Donc, comment est-ce qu'on peut combiner de la donnée qui vient de plusieurs sources de données avec ce qu'on va appeler des études enrichies. Donc, c'est un peu comment est-ce qu'on a pu faire évoluer ces études épidémiaux ou ces études en vie réelle qu'on pouvait faire avant. Avant, on avait la partie qui est sur la droite de l'écran, hein, le primary data, où on collectait de la donnée clinique et puis on allait chercher la donnée auprès du patient, c'est les données de qualité de vie, de douleur, de ressenti, etc. Et on combinait tout ça dans une base de données. Avec la technologie, ce qu'on a de plus en plus, on a aussi du device qui apparaît, de l'outil connecté, et on voit de plus en plus de patients sur lesquels vous pouvez avoir un spiromètre que vous branchez à votre iPhone, vous pouvez avoir un tensiomètre que vous branchez à votre Samsung, et vous pouvez pousser de la donnée comme ça en continu. Et donc, c'est intéressant, mais tout ça, c'est ce qu'on va appeler la donnée primaire. Vous allez chercher la donnée auprès d'un patient que vous allez stocker, que vous allez analyser. Et nous, on va rajouter là-dessus, enfin nous, collectivement, on va rajouter ce qu'on appelle la donnée secondaire, c'est la donnée qui est déjà collectée, qui est déjà stockée quelque part et qu'on va pouvoir combiner. Et ces données, elles sont de trois ordres globalement. On a au milieu ce qu'on appelle les données médico-administratives ou d'assurance, c'est le SNDS qui a été très bien présenté par Emmanuel précédemment. Ça peut être aussi des données de cohorte ou de registre hein, qui sont très importantes, qui vont être intéressantes. On peut penser par exemple à la cohorte ESME au sein d'Unicancer qui nous propose des données individuelles sur les patients qui sont très qualitatives. Et puis, on va avoir des données qui peuvent être issues du privé. Donc, c'est tout ce qu'on va appeler les Electronic Medical Records. Donc, ça peut venir soit, alors en France, ce n'est pas très développé, mais dans d'autres pays, on a ça qui peut venir soit de sociétés d'assurance privées, hein, de complémentaires santé, soit d'hôpitaux privés, soit directement de gros groupes comme Flatiron, IQVIA, CGDIM, qui proposent des données. Et donc, l'idée, toute la difficulté et tout l'intérêt, ça va être de combiner toutes ces sources de données. Chacun va avoir ses biais et chacun va avoir ses valeurs ajoutées, de les combiner pour faire vraiment quelque chose d'intéressant. Si je le focalise en France, ce qu'on fait classiquement, donc nous, moi, c'est vraiment un peu mon domaine d'expertise, c'est on va baser quand même beaucoup de choses sur le SNDS, hein, qui est la base de l'assurance maladie, sur lequel on va rajouter de la donnée existante si c'est possible, donc soit des cohortes, soit d'autres sources de bases de données. Et puis là-dessus, on va regarder si on a l'intégralité de l'information qu'il nous faut. Et si ça ne suffit pas, on va aller chercher soit du clinical outcome, soit du patient outcome. Et avec des questionnaires spécifiques, on va pouvoir le faire. Donc, c'est par exemple de la qualité de vie, c'est de la douleur. On va avoir des questionnaires cliniques qui vont compléter. Et tout ça, on va collecter cette donnée-là et puis on va l'analyser avec des modèles qui sont assez complexes. Donc, je vous passe les détails, mais ça pourrait être intéressant si vous êtes, si vous voulez, c'est de savoir comment est-ce qu'on va faire avec des scores de propension, avec des algorithmes d'appariement, des choses comme ça pour avoir quelque chose d'assez fin. Voilà. Juste un petit exemple très rapide, c'est un exemple qui a été publié. Je vous ai mis les références en dessous, comme ça, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, vous pouvez aller les chercher. C'est une étude qu'on a fait, c'est pas dans le cancer, mais l'avantage, c'est que celle-ci, elle est publiée, donc c'était plus facile pour moi d'en parler. On a travaillé, on est sur une pathologie très rare qui est la pneumopathie interstitielle diffuse. On a fait ça avec les hôpitaux civils de Lyon, les hospices civils de Lyon. Et donc, l'idée, c'était d'aller chercher des patients à partir d'une petite cohorte de patients qui étaient suivis. Donc, c'est une pathologie qui est assez rare, hein, quelques centaines de patients par an. Et donc, à partir de cette cohorte, on a développé un algorithme et on a regardé, on a refait tourner cet algorithme sur le SNDS. Donc, on prend cette cohorte, on l'associe au SNDS, on définit un algorithme d'identification de ces patients et après, on refait tourner cet algorithme sur la
population générale du SNDS pour pouvoir identifier tous les patients, ce qui nous permet de pouvoir extrapoler cette petite cohorte à une population qui est censée être exhaustive. Et je mets des guillemets parce qu'on voit qu'il y a bien des limites là-dessus. Mais l'idée, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, on est sur quelque chose d'assez puissant puisque à partir d'une petite cohorte, on est capable de retrouver une population en population générale. Voilà. Donc, avec tout ce que ça implique comme analyse de contrôle de biais, d'analyse de sensibilité et puis de modélisation un petit peu complexe pour être sûr d'avoir l'intégralité des paramètres. Voilà. Donc, c'était un petit exemple qui est assez intéressant. Ça devient de plus en plus fréquent. C'est assez facile. On est très facilité avec justement le guichet unique, avec le Data Hub, avec toutes ces choses-là. Donc, ça facilite un peu ce type d'approche. Voilà, je regarde l'heure, je crois que j'ai un peu passé du temps. J'avais un autre exemple qui était issu de la thèse d'un, je vais aller très très vite, hein. Je co-encadre, donc c'est la thèse de Jim Canet que je co-encadre avec Alain Monroe de l'Institut Bergonié. Et voilà, donc il fait un travail assez intéressant sur comment est-ce qu'on peut combiner une étude haute résolution, qui est en l'occurrence le registre des hémopathies malignes de Gironde, de Côte d'Or et de Basse-Normandie, avec la cohorte cancer, hein, qui est une émanation du SNDS au cancer. Et donc voilà, donc c'était ce travail-là. Et puis il a fait vraiment un travail qui est super, qui est en cours de publication et qui devrait permettre de finir sa thèse très rapidement, sur comment est-ce qu'on peut regarder l'effet des ITK sur la réponse moléculaire ou sur le décès, avec des diagrammes de Sankey qui sont assez intéressants parce que ça permet de modéliser. Alors là, on voit l'idée, c'était de modéliser qui sont les patients qui décèdent à droite et quel est le parcours qui ont conduit ces patients-là. Et donc, est-ce qu'ils ont commencé dans un hôpital, dans un CLCC, ou est-ce qu'ils ont commencé dans un petit hôpital privé, et est-ce qu'ils ont été enrôlés dans des études cliniques et tout. Donc, ces représentations-là, on les néglige un petit peu parce que moi, je suis statisticien à la base, donc j'aime bien les modèles, j'aime pas trop la représentation graphique, mais ça fait aussi partie de l'intelligence artificielle, fournir de la donnée qui a de la valeur. Et ces représentations graphiques nous ont beaucoup aidé à communiquer avec nos clients, nous ont beaucoup aidé à communiquer avec les cliniciens, avec les experts, pour modéliser des choses. Et voilà, et donc c'est là-dessus que je voulais finir sur les présentations en disant, c'est pas tout d'avoir des modèles, d'avoir des chiffres, d'avoir des odds ratios ou des risques relatifs, parce que c'est ce qu'on a besoin. Mais, et les deux petits mots, ben, pour la pharma, c'est quoi l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning? C'est surtout une manière un petit peu de développer l'innovation, de développer de nouveaux produits beaucoup plus vite, d'aller beaucoup plus vite sur le marché également. C'est-à-dire que on a tous connu le mot-clé qui était il faut 10 à 15 ans pour développer une nouvelle molécule. Aujourd'hui, on a pu diviser à peu près par deux cette durée-là. On est entre 5 et 7, 8 ans. Et sur les digital thérapeutiques, on est plutôt sur l'ordre de 2, 3 ans. Donc, en fait, on a une superbe accélération et puis d'avoir des choses qui sont beaucoup plus précises. Gros inconvénient, et ce sera ma dernière slide, c'est la data standardization. C'est vraiment tout ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a le M-Code qui a été fait par l'ASCO, il y a toutes les initiatives du HL7, etc. Mais en fait, on se rend compte qu'en termes de standardisation, on a plein de standards qui existent. Il y a des ontologies qui existent. Moi, j'ai un peu travaillé avec l'Agence du numérique en santé pour voir aussi comment est-ce qu'on pouvait créer une ontologie ou définir l'ontologie, et on se rend compte que c'est extrêmement compliqué. Il y a la partie biaisée. Tout à l'heure, dans l'exemple que je prenais sur l'étude à Paris au SNDS, on part d'une cohorte. Cette cohorte, elle est dans un centre de référence. Ce n'est pas forcément les populations, la population générale. La prise en charge de ce médecin expert n'est pas celle du médecin traitant. Et donc, quelle est la généralisation possible? Et là, on a tous les biais d'entraînement qui sont connus et qui sont très bien discutés dans l'intelligence artificielle, hein. On a des super bases d'entraînement, mais si on n'a que des patients qui sont spécifiques, quid des patients qui sont un peu outliers? Il y a le manque de validation de données cliniques, et ça, c'est vraiment un gros problème, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de solutions qui existent, hein. Il y a beaucoup d'algorithmes qui existent, mais très peu de solutions qui sont validées cliniquement. Et puis, il y a tout le framework, enfin, tout le cadre légal et réglementaire. Seb et Angelo nous ont parlé du RGPD tout à l'heure. Il y a le RGPD, il y a tout ce process qui est un petit peu long, qui est un petit peu lourd, mais qui est nécessaire aussi. Et donc, il y a un équilibre entre la sécurisation et la sensibilité de ces données, et puis ce qu'on peut faire. Et puis, c'est un domaine qui évolue très, très vite. Comme je disais, il y a plein d'acteurs, il y a plein de gens qui font de la recherche dessus. Donc, il faut aussi être capable de trier entre le super nouvel algo qui existe, mais qui ne va pas nous faire gagner grand-chose, et la standardisation dont on a besoin. Voilà, j'ai été un peu rapide, mais je voulais quand même voilà, donner un petit panel de ce que nous, aujourd'hui, on vit dans ces thématiques-là.
Merci beaucoup, Sébastien. C'est hyper intéressant, effectivement, d'avoir toute cette vue d'ensemble avec toutes les problématiques que ça comporte. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat ou dans la boîte à questions, mais n'hésitez pas s'il y a des choses que vous voulez discuter avec Sébastien. En attendant, moi, justement, je voulais revenir sur alors, le, en fait, le problème de ces développements-là, c'est que vous avez besoin de beaucoup de données. Et tu parlais justement de ces multisources. Alors, tu as parlé de probabilistic linkage, mais alors comment ça marche en pratique et comment vous arrivez en fait à avoir ces données-là, SNDS, avec une cohorte, avec des questionnaires complémentaires, etc. Comment ça marche en pratique, ça? Alors, en pratique, on se rend compte que on est très rapidement identifiable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai ton âge, si j'ai ton département de résidence et si j'ai 2 ou 3 dates de visite hospitalière ou médicale chez un médecin, je suis quasiment sûr de te réidentifier. Donc, si j'ai cette information-là, donc dès l'instant où j'ai une cohorte avec le genre de la personne, son âge et 3, 4 dates d'hospitalisation, par exemple, ou de visite chez un médecin ou d'un examen médical, ce que j'ai comme information dans la SNDS, si j'ai la même chose dans une cohorte, je suis capable d'apparier de manière probabiliste. Donc, en fait, on fait des scores de propension et en les 92 à 95% suivant les thématiques. Donc, en fait, je suis capable de retracer dès l'instant où j'ai des variables communes. Là où c'est plus compliqué, c'est pour tout ce qui est patient reported outcomes, où là, effectivement, j'ai pas toutes ces informations-là. Et donc, en fait, on le fait souvent en 2 étapes. C'est pour ça que dans le graphique, j'avais fait vraiment deux petites modifs, enfin, deux petits blocs qui sont, je vais juste revenir pour, voilà, il y a tout ce qu'on va collecter et souvent on les collecte ensemble, on les agrège ensemble, et puis après, on va les lier aux bases de données secondaires. Et ça va être plutôt utile pour l'assessment dont tu parlais, Ouais, parce que c'est pour cette partie-là c'est exactement ça. Ça sert quand tu vas chercher un accès au marché, c'est-à-dire quand tu vas avoir une autorisation d'aller sur le marché, ou un remboursement, c'est-à-dire que tu as une solution que tu vas rembourser, ou même mieux, ce qu'on va appeler des études post-inscription, c'est-à-dire qu'une fois que tu es autorisé à être sur le marché et qu'on te demande de réévaluer ton efficacité ou ton profil de tolérance, ou pour aller cibler des choses un peu particulières. Là-dessus, ça a une vraie valeur ajoutée, ouais. Et alors, j'avais un autre. Donc, toi et Emmanuel, vous avez parlé effectivement de ces outils issus des algorithmes, du machine learning, etc., qui sont très peu utilisés en France. Et c'est quoi les freins, en fait, à leur utilisation? Est-ce que tu penses que c'est sur le développement, sur la validation, l'acceptation? Enfin, voilà, c'est vers où, comment faire pour Alors, améliorer ça? on a eu enfin, il y a eu un gros travail qui a été fait, par exemple, auprès de la Haute Autorité de Santé, puisque en 2019-2020, ils ont sorti un guide pour comment est-ce qu'on devait considérer tous ces dispositifs, incluant de l'intelligence artificielle. Donc, Isabelle Adno a fait vraiment un gros travail super, un guide méthodologique comment est-ce qu'on peut travailler ça. Donc, ça, c'est déjà levé. Il y a l'aspect réglementaire. Emmanuel le disait assez gentiment, c'est qu'aujourd'hui, accéder aux données du SNDS, il y a l'aspect, la première partie, CSRS, dépôt, etc., qui va assez rapidement. Et puis après, on met 9, 10 mois, 12 mois, des fois plus d'1 an pour récupérer les données de l'assurance maladie. Il faut imaginer que 12 mois, à l'échelle d'une petite start-up, c'est colossal. C'est-à-dire que leur dispositif, il peut être périmé parce qu'il y en a un autre qui est arrivé. Quand on parle d'intelligence artificielle, d'algorithmique, il y a une énorme pression. Donc, en fait, ça ne va pas assez vite là-dessus. Voilà. Après, il y a aussi quand même, c'est pour ça que je disais, moi, je ne suis pas le partisan d'aller le plus vite possible et de faire sauter toutes ces choses-là, parce que ce sont des données très sensibles. Là, je n'ai pas parlé encore de quand on rajoute de la donnée génomique aux données du SNDS, où là, on a vraiment 2 données qui sont extrêmement sensibles. Et voilà. Donc, il y a vraiment un équilibre subtil à trouver là-dessus. Mais voilà. Et puis, le dernier point, c'est de la puissance de calcul. Alors, j'en ai pas parlé parce que ça avait été évoqué précédemment. C'est qu'aujourd'hui, on fait tourner des algorithmes qui sont assez simples, nous. On fait beaucoup de machine learning, on ne fait pas de deep learning ou très très peu, parce qu'on a aussi une question de puissance de calcul. Alors aujourd'hui, on peut louer des slots sans problème chez Amazon ou chez d'autres pour faire tourner, mais ces données sensibles, on ne peut pas les mettre dans ces endroits-là. Et quand on a besoin d'une grosse puissance de calcul, eh ben, rapidement, on se retrouve bloqué là-dessus.
Mais ça va se régler. Pour moi, ce n'est pas une problématique générale parce qu'en fait, tous les ans, on multiplie par 2 la puissance de calcul, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, le sera demain ou après-demain. Ça, ce n'est pas forcément gênant. C'est plus l'accès aux données. On a une question et on va s'arrêter après parce on a beaucoup débordé. Mais est-ce que Oriana fait des collaborations sur des projets avant la mise sur le marché, l'autorisation de mise sur le marché? Oui, un petit peu. Nous, notre cœur de métier, c'est plutôt la donnée de vie réelle. Donc, souvent, une fois que c'est sur le marché, mais ça arrive effectivement qu'on fasse un peu de conception avant. Ouais. Ok. Bon, merci beaucoup, Merci à vous. Sébastien. Ça clôt cette première matinée du SMAC 2022. Et je vous propose qu'on se retrouve à 13h30 pour la deuxième partie. Bon appétit à tous et à tout à l'heure.